Bienvenue pour ce Parlons Placement du mois d'octobre. Vous en avez l'habitude, une émission découpée en 3 parties. On va commencer par faire un petit point sur les marchés financiers et les opportunités qu'ils recèlent. On sera en compagnie de Jonathan Lévy pour voir si l'on est ou pas à l'aube d'une nouvelle récession. Deuxième partie consacrée aux astuces. Des astuces et bons plans placement présentés par Vincent Kutkovitz qui va nous apprendre comment, à l'instar d'un Patrick Drahi, on peut faire progresser son patrimoine avec de l'endettement. Et puis, troisième rendez-vous en fin d'émission, notre invité, on a le plaisir de retrouver, comme chaque trimestre, Shagir Manji de As Gestion qui viendra nous parler du fonds minéral patrimoine et qui nous expliquera comment est-ce qu'il voit cette fin d'année se profiler. On commence tout de suite par la rubrique consacrée aux marchés financiers et aux opportunités. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Des marchés financiers plutôt chahutés, c'était déjà le cas le mois dernier, mais depuis cet été, on a vraiment l'impression qu'il y a une inquiétude sur la croissance mondiale. D'ailleurs, le FMI en parle, l'Allemagne en parle. Quel est votre sentiment ? Effectivement, les marchés sont très agités. Je pense que le point central, c'est le doute sur la croissance économique mondiale. Révisée à la baisse donc. Elle est révisée à la baisse, donc on parle de ralentissement. Attention, il faut faire peut-être une distinction entre un ralentissement économique et une récession. Une récession, ça veut dire que le PIB baisse. Ce n'est pas le cas si on regarde l'ensemble de la planète. Ouais. Le PIB est encore en augmentation, il est en expansion assez marquée. Le FMI nous dit qu'en 2015, il sera encore de 3,1% et qu'ils s'attendent à ce qu'il soit de 3,6% en augmentation pour 2016. Donc on n'est pas encore en territoire négatif et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler stricto sensu de récession. On ne peut pas parler de récession. Mais malgré tout, les marchés, eux, raisonnent en tendance. Donc dès que la courbe penche dans l'autre sens, la pente descend, ils s'inquiètent un peu plus. Effectivement, ce qu'ils regardent, c'est par rapport à leurs anticipations. Le FMI avait une anticipation supérieure, donc la croissance est un peu inférieure à l'anticipation et c'est ça qui fait douter les marchés. Et surtout, on se pose la question jusqu'où ce ralentissement va aller, puisque la croissance ralentit, où est-ce qu'on va atterrir en fait ? On observe aussi une redistribution des cartes de plus en plus. À une époque, tout le monde misait sur les pays émergents. Ça semble moins évident. Oui, clairement, il y a une vraie redistribution des cartes au niveau de la planète. Entre les pays émergents et les pays développés, vraiment cette décennie ne ressemble en rien à la décennie passée où on avait vu l'hégémonie de la Chine, l'hégémonie économique de la Chine. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a une croissance dans les pays développés, dans la zone euro par exemple, qui est certes elle est mesurée, mais elle est relativement solide pour 2015, pour 2016. Je pense qu'elle n'est pas très touchée par le ralentissement qu'on voit dans les pays émergents. Aux États-Unis, c'est pareil. Je pense que le ralentissement dans les pays émergents ne va pas toucher la croissance américaine. Il y a un chiffre d'ailleurs qui circule, 1% de croissance chinoise en moins. Ça impacte comment les économies européennes ? C'est 0,1% de croissance en moins dans les économies européennes si effectivement l'économie chinoise ralentit de 1%. Quasiment pas d'impact en fait. Quasiment pas d'impact, c'est vraiment marginal, c'est d'épaisseur du trait. Quand on sait qu'il y a d'autres paramètres comme l'euro, le pétrole qui jouent beaucoup plus que ça. Pourquoi les marchés s'inquiètent à ce point de ce possible ralentissement chinois, ce probable ralentissement chinois ? Je pense que déjà, les marchés, ils suragissent toujours de manière excessive. On a beaucoup parlé des robots qui amplifient les phénomènes, certainement qu'ils apportent énormément de volatilité et qu'à côté de ça, il y a des gérants qui procèdent plutôt à une analyse fondamentale de l'économie, de la valorisation des sociétés, qui ont une vision à plus long terme. Les robots ont une vision à court terme. Ils apportent de la volatilité à court terme, mais je pense que les gérants fondamentaux qui établissent une réelle analyse fondamentale des sociétés ont de meilleures performances sur la durée en fait. Et si on s'intéresse aux bourses européennes qui sont aussi impactées par ces mouvements, comment est-ce qu'on arrive à tirer son épingle du jeu ? Là, on voit un vrai exemple justement réel d'impact majeur des marchés financiers dans la zone euro, alors qu'on l'a dit, sur le plan macroéconomique, la zone euro est peu impactée. C'est un peu moins vrai pour l'Allemagne, mais pour les autres pays, c'est vraiment ce qu'on constate. Peu d'impact du ralentissement chinois sur la zone euro, et pourtant les marchés ont beaucoup baissé. Alors, je pense qu'il faut là aussi
faire une distinction entre les différentes sociétés et privilégier les sociétés qui sont centrées sur la zone euro, sur le marché domestique. Donc de pas la zone forcément euro. celles qui vont exporter dans le vaste monde, mais plutôt celles qui sont dans la zone. Oui, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux privilégier ces sociétés-là qui vont être moins touchées par le ralentissement économique mondial et qui seront préservées par la zone euro. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme facteur de redémarrage des bourses et des catalyseurs, comme on dit? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, un des soucis qu'il y a sur le marché, il provient de la Fed, qui jusqu'à présent avait apporté plutôt de la sérénité ces dernières années. Et là, depuis quelques mois, je constate que c'est l'inverse. C'est brouillon. C'est brouillon, en fait. Mais est-ce que c'est pas à dessein d'avoir un peu ce brouillard? On se souvient toujours des phrases de Greenspan qui disait « Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être trop lisible. Ouais, je me souviens très bien de cette phrase, mais je pense qu'elle est plus vraie aujourd'hui. Je crois que si ils ont une communication en fait qui est peu lisible, c'est parce que eux-mêmes ne savent pas très bien où ils vont. Eux-mêmes sont un peu dans le brouillard. Ils savent pas très bien aujourd'hui s'ils doivent relever les taux ou s'ils doivent les maintenir. Est-ce que l'économie américaine peut se permettre? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a des désaccords au sein du comité monétaire de la Fed. Et ça se traduit dans la communication et ça a un impact sur les marchés. Les marchés n'aiment pas avoir ce manque de visibilité. Draghi il ne faut pas les confondre, même s'ils créent des billets tous les deux, mais Draghi est plus lisible, lui, on sent mieux ce qu'il veut faire. Oui, pour Draghi, c'est beaucoup plus simple en fait. La situation est plus claire parce qu'il a commencé plus tard. En fait, le QE date de mars seulement, ça fait 6-7 mois qu'il a commencé le QE. Les États-Unis l'ont fait il y a 8 ans, donc on n'est pas du tout sur le même cycle. L'inflation dans la zone euro, elle est de 0,9. Si j'enlève les matières premières, l'énergie, l'inflation corps est de 0,9 dans la zone euro. Donc ce qui est loin des deux, mais qui est loin des zéros aussi. Donc, qui est loin des zéros et qui est loin des deux encore. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, on est sur 1,8. Et Draghi peut jouer un peu plus en défensive, c'est-à-dire que la pression elle est sur Yellen, qui doit bouger la première. Très clairement, en fait, quand on regarde aussi le montant du quantitative easing de la zone euro, en fait, il est relativement faible quand on le compare à celui du Japon ou celui des États-Unis. Il a beaucoup plus de marge de manœuvre que Janet Yellen n'en a. Jonathan, pour finir ce chapitre financier, vos recommandations? Alors, je le répète depuis quelques mois, je continue c'est bien d'être constant aussi. Je continue à penser que les valorisations des actions de la zone euro sont faibles. Quand on regarde les sociétés sur un plan micro, quand on regarde leurs perspectives, leur communication, on va savoir si elles persévèrent, on voit qu'elles sont très attractives, ces valorisations. Ça, c'est sur les actions. Et puis, depuis quelques semaines, on constate aussi que les obligations à haut rendement offrent des rendements qui sont très intéressants par rapport au risque qui est pris. Il faut toujours comparer le risque et le rendement. Là, le rendement a beaucoup monté et le risque, il n'a pas tellement monté parce qu'en fait, les taux de défaut qu'on a mesurés depuis le début de l'année ont même eu tendance à baisser. On a des taux de défaut qui baissent et des rendements qui montent. Ça veut dire qu'on a un potentiel pour les investisseurs qui est intéressant. Merci Jonathan pour toutes ces explications très claires comme à chaque fois. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite en compagnie de Vincent Kutkovitz qui va nous parler de la façon d'améliorer son patrimoine. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Vous êtes fan de Patrick Drahi donc? Oui, on va faire du drahisme. On va faire du drahisme ensemble. Comment finalement, grâce à l'endettement, on peut s'enrichir. Vous allez nous expliquer comment profiter de ce contexte finalement de taux bas. Tout à fait, c'est exactement ce que fait Patrick Drahi aujourd'hui. Il profite des taux extrêmement bas pour acheter des cibles finalement, des actifs qui vont lui rapporter plus que le taux d'endettement du coût d'endettement auquel il se situe. Et alors, il faut le faire, on ne va pas racheter des télécoms, là, c'est pas ce que vous nous conseillez aujourd'hui. Hein. Alors l'idée c'est quoi? C'est en fait de se dire je vais combiner mes capacités d'endettement et ma capacité d'épargne. Donc aujourd'hui les taux sont extrêmement bas. L'idée c'est en fait de trouver un produit financier ou un actif financier, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, qui va rapporter plus que le coût du crédit. De cette manière-là, vous allez sans effort particulier, avec peut-être un léger effort d'épargne, il faut en être conscient quand même, on va pouvoir construire un patrimoine beaucoup plus rapidement
que si on le faisait uniquement sur la capacité de cash dont on dispose à un instant T. On crée du levier finalement. Exactement. Et ça permet en effet d'accélérer. Encore faut-il trouver ce rendement qui vienne couvrir ce crédit, même s'il est bas. Oui, alors c'est vrai qu'on ne dispose pas beaucoup d'actifs financiers qui permettent de générer avec une visibilité certaine les revenus qui sont nécessaires à mettre en œuvre cette stratégie. Alors, il existe une catégorie d'actifs qui sont les SCPI d'entreprise, dont on parle très souvent. Ouais. Aujourd'hui, l'ensemble de la profession parle beaucoup de cet actif-là parce que c'est la solution aujourd'hui pour obtenir un rendement de bon niveau. Je rappelle qu'en 2014, les SCPI d'entreprise en France ont rapporté 5% en moyenne environ, 4,8% pour être précis. Et en réalité, ces actifs-là, on a une visibilité sur le long terme. Les sous-jacents, donc les entreprises qui louent des bureaux et qui se retournent vers ces sociétés qui gèrent ces actifs-là, généralement, elles signent des baux pour de très nombreuses années. Et donc il y a une inertie, en fait. Il y a une inertie, il y a une visibilité, il y a peu de volatilité, il y a une maîtrise vraiment du modèle économique. Donc 4,5-5% d'un côté de rendement, et en face, on le finance avec un coût du crédit à combien? Voilà, qui est aujourd'hui autour de 2,5, entre 2,5 et 3% selon les Vous nous les avez solutions apporté qu'on trouve. Ouais, un tout à fait. tableau, on va le découvrir ensemble Euh, avec quelques exemples concrets. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui de rappeler aux gens qui nous suivent, c'est que, et c'est ça la vraie nouveauté, jusqu'à présent, c'était un peu le parcours du combattant pour aller financer à crédit. Nous, ça fait longtemps qu'on rabâche les oreilles de nos clients pour leur dire il y a une occasion énorme aujourd'hui d'acheter des SCPI à crédit. Simplement, on avait du mal à mettre en face des SCPI le crédit qui fonctionnait bien, soit parce que les banques exigeaient que la domiciliation des comptes se fasse auprès de la banque qui prêtait. Ça pouvait être compliqué. Certaines banques refusaient de financer des SCPI qui n'étaient pas les leurs. Or, les SCPI purement bancaires sont parfois pas les meilleurs. Donc, en fait, on avait un peu de mal. Et aujourd'hui, il y a 3 acteurs majeurs qui proposent, en fait, des acteurs qui gèrent des SCPI, qui proposent aux épargnants à travers notamment des conseillers en gestion de patrimoine comme nous, qui ont décidé de monter leur offre packagée. Et qui sont décorrélés justement de leur SCPI maison ou pas? Non, là il faut acquérir leur SCPI, mais en mixant en fait ces 3 solutions, on a la possibilité de diversifier finalement, d'autant plus que ces offres de crédit sont assez facilement, il est assez aisé de les mettre en œuvre, et en quelques jours on peut avoir la réponse donc, sur le dossier de crédit. Donc voilà, alors, en fait, les 3 donc là on a les 3 acteurs, donc Amundi qui a monté son offre avec, c'est pas Amundi qui finance les SCPI, c'est très important de le comprendre, mais c'est une filiale du Crédit Agricole qui est CASF, qui est la filiale en fait qui s'occupe du crédit à consommation. C'est un peu la même maison. C'est la même maison, Amundi étant une filiale en partie du groupe Crédit Agricole. Après, on a la Française AM qui possède parmi le parc de SCPI les plus anciens et les plus attractifs du marché. Donc, la Française AM a monté son offre avec le réseau CIC. Voilà. Et puis Primonial, qui est un acteur très actif ces dernières années sur les SCPI, notamment les SCPI thématiques, avec notamment une SCPI santé. Et là, l'offre de crédit est montée avec Crédit Mutuel Arkea. Ouais, qui s'est rapproché donc de Primonial récemment, Exactement. Une majorité. Donc là, en fait, on a affiché des projections sur 15 ans, puisque je rappelle qu'investir sur des SCPI, c'est pour plutôt 10-15 ans. Donc on emprunte à combien? On emprunte à entre 2,3 et 2,85. 2,85% via le Crédit Agricole Consumer Finance pour financer des SCPI entre 10 000 et 300 000 euros. Il faut rajouter des frais dessus, assurance, alors, frais il de dossier. peut y avoir l'assurance à rajouter. Cependant, dans le cas d'Amundi notamment, ils exigent le nantissement des parts de SCPI, ce qui permet d'éviter l'assurance d'une certaine manière, donc de rester sur un taux assez proche des 2,85%. Après, ça va quand même dépendre du cas de figure de chacun. Ça, c'est des exemples, c'est une simulation réalisée sans prendre en compte un certain nombre d'éléments qu'il faudra apprécier en fonction de chaque cas. On est chez la Française AM avec CIC sur une offre de crédit. Là, le palier d'entrée est un peu plus élevé puisqu'il est à 75 000 euros. On peut financer jusqu'à 200 000 euros de SCPI avec un taux à 2,3. Il y a des SCPI qui, en 2014, ont rapporté 6% chez la Française AM. Donc, on voit bien le mécanisme favorable. Là, on a la possibilité de financer 100% de la SCPI, de l'achat SCPI, alors qu'avec Amundi et Crédit Agricole Consumer Finance, on est obligé de financer les frais, qui sont quand même de l'ordre de 8%. Donc, il y a un petit peu de cash à mettre en place, mais bon, c'est pas non plus au regard du mécanisme, ça reste intéressant. Et puis Primonial, qui est avec Crédit Mutuel Arkea, là aussi sur une offre à peu près équivalente à celle de la Française AM, sur le même niveau de taux,
chaque acteur peut avoir des exigences propres à ses procédures, procédures internes qui peuvent être qu'on finance ou pas les professions libérales. Bon, voilà, il y a des choses à regarder à ce niveau-là pour chaque dossier. Quel est le risque maximum? Imaginons que pour une raison ou pour une autre, les rendements de ces SCPI baissent. Est-ce qu'on peut en sortir facilement? Alors oui, tout à fait. Une SCPI, c'est liquide. Surtout si on est sur des SCPI à capital variable, qui sont les SCPI que nous recommandons. Il peut arriver que dans le cas d'une crise grave sur le marché de l'immobilier d'entreprise, il y ait des difficultés à revendre les SCPI, il faut en être conscient, mais on a traversé un certain nombre de crises depuis 2007-2008 et on n'a jamais rencontré cette problématique-là. Par ailleurs, il se pourrait effectivement que le rendement baisse. Aujourd'hui, on est sur des rendements autour de 5%. Il faut avoir en tête aussi que là, avec l'attrait fort et l'engouement de l'ensemble du marché des épargnants qui se ruent vers les SCPI d'entreprise, les valeurs de part augmentent, le rendement baisse légèrement, mais on a quand même une visibilité, comme je l'évoquais au début de mon intervention, sur les revenus. Donc a priori, on est quand même assez serein sur le fait qu'en profitant, en figeant aujourd'hui les conditions de crédit et en ayant en face un rendement qui oscillera peut-être entre 4, 5 et 5% dans les années qui viennent, ça reste intéressant. Il faudra peut-être avoir en tête qu'il faudra quand même avoir un petit effort d'épargne à mettre en face. Mais oui, ça reste... qu'il y a quand même aussi le capital à rembourser chaque mois. Oui, tout à fait. J'ajoute aussi qu'on a la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt et donc ça vient de son améliorer impôt sur le revenu. Voilà, de son impôt sur le revenu et ça vient améliorer la rentabilité de l'opération. Donc on a vu ces montages avec des partenaires que vous avez identifiés qui ont toute l'offre. On ne peut pas le faire avec n'importe quelle banque, c'est pas ce que vous recommandez? Alors c'est plutôt difficile parce que généralement les conditions bancaires de crédit peuvent être plus compliquées. La banque va exiger que éventuellement vous transfériez, vous domiciliez vos comptes dans cette banque-là. D'autre part, la sélection de la SCPI dans les banques pures n'est pas toujours aussi rentable que celle qu'on peut trouver chez les acteurs indépendants comme ceux qu'on vient d'évoquer, mais ça reste sur le papier tout à fait faisable aussi. Alors on sait, vous aimez bien et on aime bien dans cette émission par l'emplacement aussi découvrir des astuces ensemble. Vous nous en avez déniché une là. Une autre astuce un peu du même acabit, c'est-à-dire qu'en fait on a parlé des SCPI finançables à crédit. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que toute personne qui détient un contrat d'assurance vie a la possibilité d'utiliser également ce stock d'épargne pour demander à son assureur une sorte d'avance, c'est ce qu'on appelle une avance. Alors, par exemple, vous avez 100 000 euros en fonds en euros. L'assureur va accepter de vous délivrer en cash 80% généralement de cette somme fonds en euros. Cette somme-là, vous la récupérez. Vous n'avez pas besoin de justifier pour quelle raison vous voulez souhaiter récupérer. Votre épargne continue à rapporter sur le contrat en euros. Et à côté, ces 80 000 euros, vous pouvez les utiliser pour des dépenses courantes. C'est un peu comme un crédit, je vais y venir. Mais donc les 100 000 continuent à travailler et on me prête 80 000, c'est une espèce d'hypothèque en fait. Tout à fait. En fait, la compagnie d'assurance vie qui vous fait une avance se garantit sur votre épargne d'une certaine manière, elle se protège avec votre épargne, mais ça va avoir un coût. Aujourd'hui, selon les contrats, on est sur des taux, des taux qui sont de l'ordre de 8% à 3%. Donc là aussi, on est assez proche des niveaux. On est son propre banquier. On est son propre banquier. Et ça permet aussi d'aller faire un effet de levier sur son épargne, grâce à son épargne, pour aller éventuellement investir sur d'autres produits financiers. Il faut être prudent quand même, il ne faut pas le faire sur n'importe quoi. Il faut avoir en tête aussi il ne faut pas le faire pour acheter des actions si on n'est pas si on n'est pas Patrick Drahi. Si on n'est pas un gérant aguerri, parce que là on peut prendre des risques importants et se retrouver coincé. Par contre, il faut avoir en tête aussi que ce sont des possibilités qui normalement sont possibles pour une durée de 3 ans selon les compagnies d'assurance vie, renouvelables une fois. Donc on peut s'endetter de cette manière, on peut avoir une avance pour une durée de 6 ans. Donc il faut en face que le sous-jacent sur lequel on va investir est également une durée de vie entre guillemets de 6 ans maximum si on veut que ça se goupille bien. Voilà. Eh bien, parfait. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications et ces astuces. On se retrouve dans un mois. Exact. Restez avec nous. On va retrouver pour l'instant Shagir Manji de la gestion qui va nous expliquer comment se porte son fonds, le fonds qu'il gère donc pour le compte de bienprévoir.fr, en l'occurrence Minéral Patrimoine. À tout de suite. Bonjour Shagir. Bonjour Thomas. Alors on se retrouve pour faire un point ensemble pour ce 3e trimestre. Comment se porte Minéral Patrimoine, la valeur liquidative? Alors la valeur liquidative est à 104.
Bien évidemment, il a été également un petit peu chahuté pendant l'été, bien que nous ayons gardé une poche liquidité non négligeable. On était combien au début de l'année, on rappelle? Alors, en début d'année, nous étions à 102,5. D'accord. Et là, nous sommes aux alentours de 104. Donc, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation compliquée? On a vu avec Jonathan son éclairage sur les marchés financiers. Vous, quelle est votre analyse, chez Guillaume? Alors effectivement, Jonathan l'a rappelé, le point central, c'est la normalisation de la politique de la Fed, avec le fait qu'il y a peu de visibilité aujourd'hui. Il y a des éléments pour la remontée des taux et des éléments plutôt de prudence. Est-ce que vous partagez son analyse de dire que finalement la Fed est dans le brouillard, ou est-ce qu'elle veut mettre les investisseurs dans le brouillard? À mon sens, à mon avis, elle est vraiment dans le brouillard. Je peux vous donner juste deux arguments, l'un qui va dans le sens de la remontée des taux et l'autre qui doit amener plutôt de la prudence. Le premier, c'est l'inflation core aux États-Unis est à 1,8%, donc beaucoup plus élevé que l'inflation globale qui est autour de 0,2% aujourd'hui. Donc ça en trompe-l'œil en fait. Voilà, donc ça va plutôt dans le sens de la remontée des taux. Et de l'autre côté, quand on regarde le taux de chômage, il est de 5,1%, mais à taux de participation égal, le taux de chômage est à plus de 10% aux États-Unis. Et c'est pour cela que les salaires n'augmentent pas très vite. Et tout ça dans un contexte mondial, international, qui, c'est vrai, est très chahuté avec ce qui se passe dans les émergents. Il y a la Fed d'un côté qui crée de l'incertitude, il y a la Chine aussi qui fait beaucoup couler d'encre en ce moment. Tout à fait. Alors les choses sont liées parce que si la Fed normalise les taux, il y aura certainement une pression à la hausse sur le dollar qui va de nouveau créer des tensions en Chine. Donc un risque d'effet domino que Mme Yellen et ses petits camarades veulent éviter. Voilà, donc l'idée c'est de faire peut-être les choses très progressivement, mais comment communiquer et ne pas alarmer les marchés, c'est toute la problématique de la Fed à court terme. On était sur une remontée des taux envisagée en décembre, il y a encore quelques jours. On n'est plus sûr que ce soit ça. Alors ça change tous les jours. Ouais. C'est vrai qu'il y a à l'intérieur de la Fed, comme l'a dit Jonathan tout à l'heure, beaucoup de divergences. Et donc pour ma part, je pense que ça sera plutôt en 2016 et non pas en décembre parce qu'il y a toujours beaucoup d'incertitudes à court terme. Alors on parle de la Fed, de la Chine, parce qu'il faut rappeler que finalement la philosophie de Mineral Patrimoine, c'est d'investir dans toutes les régions du monde sur différentes classes d'actifs. Tout à fait. Alors je rappelle juste, c'est un fonds de fonds d'une part, un fonds de fonds. Donc vous sélectionnez flexible. Des fonds. Voilà, on sélectionne des fonds. Il est flexible, il est dans la catégorie diversifiée. Et aujourd'hui, compte tenu des éléments qu'on a cités tout à l'heure, il me semble que véritablement la zone euro est une forteresse un peu dans cet ensemble très chahuté aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays émergents. Alors que ce n'était pas encore le pari qu'on pouvait faire il y a quelques mois. Plus ça va, plus on l'annonce quand même, les actions européennes, mais de là à parler de forteresse. Alors, forteresse parce que depuis la crise, je dirais, grecque l'été dernier, puis la crise des émergents et en particulier en Chine au mois d'août, on a des PMI dans la zone euro qui résistent plutôt bien. Alors les PMI, c'est les indices des directeurs d'achat. Qui sont des hirondelles que surveillent les investisseurs parce qu'ils permettent d'anticiper l'activité. Exactement. Et il y a plutôt une bonne résistance. Et le fameux alignement de planètes dont on a beaucoup parlé en début d'année. Taux et également taux de change, taux d'intérêt et pétrole sont finalement toujours alignés parce que le dollar est quand même relativement élevé par rapport à l'euro. On est autour de 1,12, 1,13. Les taux d'intérêt sont toujours proches de zéro. Et puis, nous avons un prix de pétrole toujours relativement bas aujourd'hui. Mais ça, c'est vrai aussi pour les autres pays, non? Les États-Unis, ils profitent aussi de ce phénomène. Alors moins. Aux États-Unis, on a quand même l'impact de la baisse du prix du pétrole dans tout le secteur pétrolier et parapétrolier sur le secteur de l'investissement. Je rappelle qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'on a une dichotomie extrêmement forte entre ce qui se passe dans le monde des services et dans le monde de l'industrie. On peut dire quasiment que l'industrie est proche même d'une récession. Les derniers indicateurs ISM manufacturiers sont proches de 50, et alors que les indicateurs ISM des services sont très hauts aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une dichotomie très forte, une grande solidité au niveau de la consommation des ménages, et par contre le secteur manufacturier est déjà relativement touché. On a déjà connu une récession alors qu'on est à taux zéro. C'est compliqué après pour la Banque centrale. Alors, je pense qu'on n'est pas du tout proche d'une récession aux États-Unis. Encore une fois, les services se portent plutôt bien. À mon sens, ce qu'il faudra, c'est vraiment surveiller la politique de change de la Banque centrale chinoise. Il faut que la dévaluation de la monnaie chinoise se fasse progressivement. Et effectivement, dans ce cadre-là, on peut avoir une remontée également très progressive de la Fed.
parce que la Chine change de modèle, c'est ce qu'on lit, ce qu'on entend un peu partout. Elle veut dépendre davantage de ses forces et de sa consommation intérieure. C'est tout à fait exact et c'est pour ça que c'est compliqué de connaître exactement le taux de croissance. Dans une économie où le secteur des services monte en puissance, c'est très difficile de mesurer exactement le taux de croissance. Donc c'est vrai que c'est une économie en transition, clairement. Mais il ne faut pas tout voir noir. Je pense que quand on regarde les ventes de détail, par exemple en Chine, la progression en volume est de plus de 9% par an, même aujourd'hui. Donc il n'y a pas de ralentissement dans les ventes de détail. Évidemment, c'est surtout le secteur industriel et exportateur qui est aujourd'hui qui souffre. Alors, ce qui ne facilite pas votre mission en tant que gérant, c'est cette volatilité en ce moment sur les marchés qui est forte. Alors tout à fait, la volatilité reste toujours très élevée, donc ça nous oblige finalement à garder une poche de liquidité non négligeable, à peu près un quart du portefeuille. L'idée, c'est en ça que c'est flexible, c'est ça. Voilà, flexible, tout à fait. C'est qu'on peut placer le curseur où on veut. Exactement, et je suis convaincu qu'on aura des points d'entrée intéressants dans la zone euro en particulier, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que les valorisations dans la zone euro aujourd'hui sont de l'ordre de 14 fois les bénéfices en termes de PER, avec des rendements entre 3,5 et 4%. Donc ça me paraît toujours intéressant dans la mesure où les PMI dont on a parlé tout à l'heure résistent finalement à cet environnement difficile. Puis on va avoir un test grandeur nature avec les résultats du troisième trimestre là, qui arrivent. Voilà, alors ça peut être un catalyseur sur les marchés. Si les perspectives de résultats restent toujours favorables dans la zone euro, je pense que les valeurs domestiques, comme l'a dit Jonathan d'ailleurs, les valeurs domestiques, donc c'est pour ça que nous avons une exposition zone euro avec une dominante sur les valeurs mid-cap qui sont plutôt exposées aujourd'hui dans la zone euro et moins impactées par les taux de change. Dans le métier de gestionnaire, il y a aussi une saisonnalité. Plus la fin de l'année se rapproche, plus la pression monte quelque part, parce que c'est à la fin de l'année que tombe le carnet de notes. Comment est-ce qu'on vit ça en tant que gérant ? Alors, on essaye quand même de ne pas trop y penser parce que n'oublions pas qu'un placement comme dans le fonds Minéral Patrimoine, bien prévoir Minéral Patrimoine, est un placement sur une durée de 3 à 5 ans. Donc, je pense qu'il ne faut pas se focaliser quand même sur le 31 décembre. L'important, c'est de saisir une date. Voilà, moi je pense que l'important, c'est de saisir des opportunités afin de fabriquer la performance du futur également. Et donc, on l'a bien compris, le message, c'est vous restez l'arme au pied, de la liquidité, un quart. Exactement. Prêt à dégainer en cas d'opportunité sur les marchés européens principalement. Voilà, et peut-être sur le segment du high yield, comme ça a été dit, où nous sommes très peu présents aujourd'hui. Le high yield, c'est les obligations à haut rendement. Dans la zone euro, il faut préciser, pas aux États-Unis, mais dans la zone euro, nous avons aujourd'hui 7% du portefeuille et nous envisageons également d'y investir si des opportunités se présentent. Question subsidiaire, par exemple Altis à 10%, c'est du high yield. Patrick Drahi nous aura servi de fil rouge pour cette émission. Alors Altis, c'est plutôt délicat parce qu'on a bien vu qu'on a assisté à une augmentation de capital. Ça prouve bien que les banques commencent à se poser des questions. Et vu l'endettement global aujourd'hui, il y a quand même une fragilité. Bon, c'est comme toujours, il faut faire preuve de sélectivité et bien choisir ses placements. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous, Shagir. Merci beaucoup pour ces explications. On se retrouve au 4e trimestre. Tout à fait. Merci, à bientôt. Thomas. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà donc ce Parlons Placement du mois d'octobre. On se retrouve dans un mois pour un nouveau point.